Qui avez interprété Jaurès pour la télévision, quel effet ça vous fait de venir comme rédacteur en chef d'un jour dans nos locaux, commenter l'actualité plus de 100 ans après? Dans les locaux historiques. Dans les locaux historiques, hélas, non. Non, je sais. C'est très émouvant. Mais je trouve qu'un journal, de toute façon, que ce soit l'Humanité ou un autre, il y a quelque chose qui obéit à un rythme avec une limite de temps. Et donc ça organise les journées, enfin pour un quotidien en tout cas, ça organise les journées de façon vraiment captivante, sensible, nerveuse aussi, et en fonction de ce qui tombe, de ce qu'on doit faire, du retard, de l'avance, ou on sait qu'il y a une heure précise, on doit rendre. Et c'est comme au théâtre, quoi. Il y a quelque chose de... On peut faire ce qu'on veut pendant la journée, mais à un moment donné, il va falloir jouer devant les gens. Donc l'heure, c'est l'heure. Ouais. Et moi, j'aime bien sentir ça. Bah, puis évidemment, le fait que ce soit l'Humanité et fondée par Jaurès, pour avoir une presse indépendante et libre et en dehors des grandes affaires, des grands... Ouais. C'est touchant, je trouve ça vraiment... c'est émouvant d'être là, vraiment. Parce que c'est un peu le problème qu'on a en ce moment par rapport à notre presse qui est libre. Et qui ne va pas en s'arrangeant. Mais non, ça ne va pas en s'arrangeant. Même l'existence de l'humanité, pour le coup, est menacée. Est menacée, oui. Puisque nous, on n'a pas d'assaut derrière nous et que les subsides de l'État se font, comme dans tous les domaines, sont de plus en plus réduits. En réalité. Vous avez montré une vraie gourmandise d'actualité sur tous les sujets, de la culture, en passant par la Grèce et la BCE, en passant par les femmes de ménage, en passant par un petit peu tout ce qui fait l'actualité du jour. C'est quelque chose que vous avez aussi fait dans votre livre, cher François, Lettre à 3 présidents. D'où ça vous vient, ce goût de l'actualité et ce goût de... C'est un côté très citoyen, d'engagement aussi. Oui, ça dénote de ça. Mais d'où ça vient, il y a sûrement un long parcours familial ou passif familial. Il y a forcément un héritage. Déjà, à la maison, on dînait devant le journal de 20h, du service public évidemment, quoi qu'il arrive. Donc, qu'il y ait de l'actualité ou pas, qu'il y ait un phénomène à suivre ou pas, de toute façon, le repas se faisait, on commençait un petit peu avant 20h, on dînait pendant 20h et on débarrassait une fois que le 20h était terminé. Donc, et mon père était en face de la télé, et nous on était répartis comme ça, et puis donc forcément, on devait se taire sur certains sujets. Je voyais mon père gueuler contre un truc, un homme politique, en général de droite, et puis des mesures prises par un gouvernement, etc. Donc ça interpelle, déjà, on est baigné là-dedans depuis tout petit. Et on voit que ses parents portent un intérêt à quelque chose. Donc forcément, on va s'y intéresser à un moment donné. C'est comme ça que ça se fait aussi. S'il n'y a pas de livre à la maison, c'est difficile de devenir lecteur. Si on ne parle pas politique à la maison, on a de grandes chances de s'en foutre un peu plus tard, etc. À moins de faire quelques rencontres inattendues, mais le foyer familial est vachement important pour ça, pour le futur citoyen. Il n'y a pas que l'école, on se repose sur l'école essentiellement, mais la famille, c'est ça aussi. Voir ses parents aller voter, ne jamais rater une élection, jamais. Et attendre le résultat, fébrilement. Donc ça, quand on est petit, ça marque aussi. Quand on va voter avec son père, on s'enferme dans l'isoloir, et puis il y a tout ça, et puis il y a les aléas de la vie, de voir ses cousins un peu plus vieux perdre leur travail, en espérer un autre, passer de jour en nuit, faire les 3-8, être soumis aux plans sociaux, etc. On voit tout ça. Ça occupe les repas du dimanche aussi, chez Mémé, justement. Vous avez votre précédent livre, oui. Et ça colore les conversations, on voit les inquiétudes sur les visages, la fatigue. L'angoisse du lendemain. L'angoisse du lendemain, et puis des maladies aussi qui se déclenchent. Un tel qui travaille dans une fonderie qui devient sourd, un autre qui
fait de l'eczéma parce qu'il est dans la tannerie ou les choses comme ça. On voit que les métiers sont pas sans conséquence. J'avais un oncle maçon qui avait du béton dans les fosses nasales. Mon père, qui travaillait dans une station-service, avait les mains noires tout le temps. J'ai connu toujours avec les mains noires. Il n'y a que quand il était malade, qu'au bout de 2-3 jours, les crevasses pleines de gasoil qui n'arrivaient pas à s'en aller, au savon, parfois il se frottait avec de la pierre ponce et tout. Là, les jours où il était malade, il arrivait tous les 10 ans, on revoyait les mains de père devenir roses. Donc voilà, on voit que le métier a des incidences aussi sur la santé, sur l'aspect physique des gens, la fatigue, la nervosité aussi. Bon, puis à un moment donné, il y a forcément, du coup, tout ça se met en place dans le cerveau, et puis on a un regard sur les choses, on sait d'où ça vient. C'est ce qui explique aussi que vous ayez toujours été un homme engagé, ce qui explique aussi votre déception que vous exprimez dans votre livre face à la politique qui est menée par le gouvernement actuel. Oui, même si, comme beaucoup, j'en attendais pas grand-chose, mais j'ai voté comme tout le monde pour Hollande au 2e tour, surtout pour se débarrasser de celui d'avant. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, il y a eu le discours du Bourget. Il y a eu des choses qui ont été dites, qu'il n'était pas obligé de dire. Donc il aurait pu aussi tenter ou avoir le courage de se faire élire sur un programme pas forcément néolibéral, mais en tout cas, voilà, comme on dit actuellement. Oui, voilà. Donc il y a eu un jeu de posture. Et il a dû donner des gages comme ça à la gauche, non seulement du Parti Socialiste, mais celle aussi à la gauche, en général. Des gages qu'il n'était pas socialiste par hasard, que du coup ça... Et puis on voit ce que ça donne maintenant. Et c'est pour ça que ce bouquin, c'est ma petite façon de chroniquer ces 2 ans et demi de mandat. Mais c'est aussi j'espère en tout cas, un appel aux autres à faire comme moi. Non, pas forcément à écrire un livre d'ailleurs, mais c'est-à-dire à prendre les mots des politiques au sérieux. Moi, je suis absolument contre cette façon un peu de tout mettre dans le même panier, en jetant tout comme ça, d'un revers de main, en disant, oh, de toute façon, oui, tout se pourrit, que le temps de la campagne, on sait bien qu'on est obligé de dire des choses pour plaire aux uns et aux autres. Eh ben non. Des engagements la campagne électorale, c'est sérieux, c'est un engagement. Et donc, si certains sont hyper déçus, encore plus que moi, et vont dans des votes extrêmes, c'est que justement, il y a eu des dizaines et des dizaines de rendez-vous électoraux comme ça, phagocytés par plus un esprit de publicité qu'un esprit d'engagement vis-à-vis du peuple. Et c'est ça aussi que je dis. Donc prenons au sérieux la parole des hommes politiques parce que ça nous autorise à être en colère. Mais si on dit que tout le monde vaut, tout le monde, que plus rien n'a beaucoup d'importance, que la politique ça se décide ailleurs à Bruxelles et que tout ça, bon ben il y a plus de colère. Voilà. Moi je crois au pouvoir d'un homme politique, sans pour autant être là dans la quête d'un homme providentiel, mais je crois à l'influence de quelqu'un. Quelqu'un peut avoir encore de l'influence, j'y crois toujours. On le vérifie à l'échelon local, mais on peut le vérifier aussi à l'échelon national et européen. Oui, on peut, l'Europe, aller ce qu'on a envie qu'elle soit, finalement. Et si on veut que l'Europe soit à gauche, il faut voter à gauche aux européennes. C'est tout simple. Pour finir, le monde de la culture avait été beaucoup dragué par Hollande pendant sa campagne électorale. Au final, on voit, enfin c'est la ligne de notre journal de demain, mais 170 festivals annulés, les crédits de Radio France baissés, et une situation globale qui est quand même très inquiétante. Comment vous, homme de culture, justement, vous réagissez à... Ça occupe une bonne place dans mon livre, justement. Ça, c'est même, je crois que ce qui arrive en ce moment est sans précédent par rapport à un gouvernement qui se réclame encore de la gauche, en tout cas du socialisme. Donc il y a une cassure là qui est
une faille même qui est en train de s'élargir de jour en jour. Et je pense que c'est un désengagement de l'État qui est presque assumé, pas encore, ils n'osent pas encore l'assumer tout à fait, mais c'est au profit des collectivités locales, et avec tous les dangers que ça suppose. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir dans quelque temps que on va forcément se battre, nous, hommes de culture, comédiens, interprètes dans tout genre, artistes, pour sauver des festivals. On est sollicité de plus en plus, mais c'est quasiment quotidiennement, des aides comme ça, de signer des pétitions pour défendre une association, pour défendre un collectif, pour défendre un festival de jazz, de théâtre, de théâtre de rue, etc. Et la culture d'État est faite pour justement empêcher les pouvoirs locaux d'influencer comme ça les programmations culturelles sur le territoire. Et en fait, on est en train parce que quand on a un maire cultivé, intelligent, ouvert, tant mieux, mais c'est pas le cas. Souvent, très souvent. Souvent, le personnel politique se désintéresse totalement. Il y a quelques personnes, à droite et à gauche d'ailleurs, il ne faut pas faire de sectarisme là-dessus, qui sont ouvertes à la culture en général, qui connaissent la force culturelle, la force d'une dynamique culturelle au sein de leur commune, de leur agglomération, de leur canton, de leur département, de leur région. Donc il y a quelques élus qui connaissent ça, mais ils sont loin d'être la majorité du genre. Et la plupart négligent ça. La plupart sont encore au stade de La Fontaine, La Cigale et la Fourmi. Vous dansiez, vous chantiez, bien dansez maintenant. C'est vraiment ça, c'est de mettre en opposition, on le voit à chaque problème récurrent malheureusement de l'intermittence, comment les phrases racistes qu'on entend sur cette catégorie professionnelle, oui, qui n'est pas un métier, je rappelle. Sur ces catégories. Ouais, c'est pour ça, un intermittent, c'est pas un métier. On ne rêve pas d'être intermittent dans la vie, on rêve d'être comédien toute sa vie à plein temps, d'être technicien, artiste peint tout le temps, etc. Et donc il y a pour beaucoup d'élus, la culture est une variable d'ajustement. Quand tout va bien, ok, faites de la culture, mais quand tout va mal, on resserre les boulons sur ce qu'il y a de sérieux, etc. Y compris même en milieu scolaire. C'est ça qui est assez épouvantable dans ce pays, je trouve, que la France, en 2015, il y a encore des principaux de collèges, des directeurs de lycées, qui opposent les matières dites sérieuses aux matières artistiques. On en est encore là, Alors qu'on sait qu'en même temps, à la fois le fait de se mesurer aux œuvres d'art quelles qu'elles soient, et le fait de pratiquer, d'avoir une pratique artistique, permet aussi d'éveiller sa conscience et de s'éveiller soi. D'éveiller sa conscience, de découvrir. Oui, c'est tout. Moi, je suis un pur produit de cette politique intelligente, culturelle en milieu scolaire. Et ça permet surtout de pas de sentir qu'on peut valoir quelque chose. Voilà. Ça ne fait pas devenir des comédiens, ça ne fait pas devenir danseurs, ni réalisateurs, ni tout ce qu'on veut. Ce n'est pas le but du jeu. C'est simplement, quand on est à l'école, l'immense majorité des élèves se situe dans une moyenne. Et à un âge ingrat, on l'oubliera toujours, mais c'est un âge où on se pose plein de questions, où notre corps change, où on doit affronter une sexualité qui nous fait peur, avec des enjeux comme ça imposés par des adultes, avec des horaires aussi imposés par les adultes qui ne correspondent pas à l'horaire des adolescents non plus. Il y a plein de contraintes. Et donc, quand on n'a pas la chance de briller en maths, en chimie, en physique, qu'est-ce qui reste à ces élèves-là? Qu'est-ce qui reste? Eh bien, la plupart du temps, c'est le sport et la culture. Où là, tout d'un coup, je peux monter sur scène et puis étonner mes camarades parce que je suis plus à l'aise que les autres. Je fais rire plus que les autres. Parce que je marque plus de buts au football que les autres. Parce que tout d'un coup, je sais faire un sport inattendu que les autres ne se doutaient pas que j'étais capable de faire ça. Parce qu'on est tous, qu'on soit homme politique, qu'on soit François Hollande ou qu'on soit élève en CM2, on rêve
de quelqu'un qui vous regarde, qui vous dit, mais Dion, c'est vachement bien ce que tu as fait. C'est vachement bien ce que tu fais. On rêve de ça. Surtout peut-être Hollande. Mais, si on croit ces sondages d'opinion qui n'arrivent pas vraiment à grimper. Donc on rêve tous de ça. Et si on supprime ça, c'est comme si on supprimait des perches dans les piscines. Les élèves ne peuvent pas se rattraper à quelque chose. Et après, c'est de l'isolement. Et après, c'est de la perdition. Et puis quand la famille n'est pas là pour rattraper tout ça, quand le quartier n'est pas là pour rattraper tout ça, quand la ville n'est pas là, quand la région n'est pas là, ça entraîne une dérive et qu'on ne peut pas contrôler. Et après, c'est pour ça que moi, ce qui me fait rager, c'est de voir que depuis cette date terrible, fatidique du 7 janvier, et des jours qu'on suit, mais le 7 janvier, on a tué, entre autres, mais surtout des artistes. Ce sont des artistes qui ont été visés, des dessinateurs de talents qui ont été visés. Et ensuite, on a parlé du vivre ensemble. Après cette grande manifestation du 11 janvier, on a parlé du vivre ensemble. Pas un homme politique, pas une voix d'élus, de ministres, a mis en parallèle le vivre ensemble et la culture. Et c'est une faillite incroyable, dont on va se mordre les doigts. C'est comme le disait Jack Lang, qui n'est pourtant pas à l'extrême gauche, je crois, enfin il me semble. Hein. En juin, justement, quand on se battait pour nos droits d'intermittents, il était sur France Inter, il avait déclaré, c'est justement en période de crise qu'il faut non seulement sanctuariser le budget de la culture, mais l'augmenter. Je pense que Manuel Valls, je pense qu'Hollande sont à des milliards d'années-lumière de cette logique-là. Des milliards d'années-lumière. Et c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. C'est vrai, une certaine forme de désespoir, même si on n'attendait pas forcément grand-chose de ces gens-là, comme on dit, mais de le constater, de voir l'écart qu'il y a entre les vraies préoccupations et ce qu'ils font, est absolument déboussolant, quoi. Je savais pas que ça irait jusque-là. Voilà.